Bien, alors, j'ai le rôle le plus ingrat, mais le plus facile aussi, je crois, de la matinée, à savoir d'avoir l'œil sur la montre. Mais avant ça, bien sûr, je m'associe aux remerciements qui ont été formulés tout à l'heure, aux organisateurs et à l'université qui nous accueille et l'ICSAD également. Le tribunal administratif de Rouen, en ma personne, si j'ose dire, est très heureux d'être associé cette année, puisque la formule qui était retenue par la présidente du tribunal administratif de Lille lorsqu'elle a imaginé ce type de manifestation était qu'il y ait un roulement, n'est-ce pas? Alors nous avions imaginé procéder à ce type d'exercice tous les 2 ans. Mais le succès de l'année dernière a fait que nous sommes lancés dans une opération annuelle. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je représente la Normandie, j'ai vos collègues de Caen là, mais en tout cas, c'est la partie normande, si je puis dire, du ressort de la Cour administrative d'appel de Douai qui est aujourd'hui associée à ces travaux. Alors, personnellement, quand je me suis rappelé le thème, je ne vais pas développer, puisque ce n'est pas mon rôle, bien sûr, et je ne suis pas du tout la mieux placée pour ce faire, mais je me suis rappelé, moi aussi, comme le président Quincé tout à l'heure, je vais faire appel à mes souvenirs. Je suis rentrée dans le corps des tribunaux administratifs en 83 et j'ai pris mon poste au tribunal administratif de Strasbourg le 1er décembre 83. C'était presque au lendemain du fameux décret. Et c'était le décret, etc. Enfin, c'était pas le sujet, parce que le sujet, c'était la décentralisation quand même à l'époque. Mais... et on avait beaucoup d'espoir dans cette nouvelle opération dont on espérait qu'elle serait cette fois la bonne après les lois encore parcellaires de la fin des années 70. Et j'ai exhumé ici l'article auquel a collaboré mon ancien président Jean-Marie Verling, de qui j'ai vraiment appris beaucoup, et qui s'intitulait « Un décret ne fait pas le printemps ». Et en effet, ce décret avait suscité une certaine déception, et notamment la méthode, si j'ai bien compris, suivie, et le fait d'avoir renoncé à une loi pour codifier les règles qui existaient déjà d'ailleurs. Le deuxième souvenir qui est venu à ma mémoire, alors est beaucoup plus récent, mais quand même, date d'une vingtaine d'années déjà maintenant, malheureusement, c'est toutes les opérations auxquelles j'ai eu l'occasion de participer avec le Conseil de l'Europe dans des petites missions d'expertise auprès de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale qui se sont dotées de codes de procédure administrative. Et je participais à ces missions aux côtés d'Allemands, d'Autrichiens, même à la fin de Polonais. Je dois dire, j'ai d'ailleurs fait ma mobilité en Pologne et travaillé sur ces sujets-là. Et j'étais de temps en temps un peu confuse parce que lorsqu'on me demandait quelle était la situation en France, je pouvais dire quelles étaient les règles, parce qu'il y en avait quand même. Et j'étais fière de ce que nous étions l'un des pays avec une des plus anciennes traditions de respect de la légalité par l'administration, c'est certainement incontestable. Mais j'étais obligée d'expliquer que tout ça reposait finalement sur le prestige que le Conseil d'État avait acquis auprès de l'administration au fil des décennies, et que c'était de la jurisprudence, et moi j'avais pas de code. Et les Allemands, ils venaient avec quelque chose comme ça, les Autrichiens aussi, enfin tout le monde. Et moi, je pouvais pas dire c'était l'arrêt un tel, ça n'avait pas de sens. Je sentais toujours un petit peu gênée. Alors voilà, cette fois-ci, semble-t-il, c'est la bonne. Enfin, vous nous direz si c'est la bonne. Parce qu'il semblerait que ça ne peut peut-être pas tout à fait abouti. Nous verrons cela. J'arrête ici, bien sûr. Alors, mesdames, vous commencez, n'est-ce pas, pour une demi-heure, sans doute. Et après, M. Bottigny, que je suis heureuse de saluer, puisqu'il vient lui aussi de Normandie, précisément de l'Université du Havre. Nous avons réussi à arriver jusqu'ici hier soir, malgré des péripéties assez complexes. Mais enfin, je le remercie particulièrement donc de sa présence. Alors, je vous en prie, mesdames, je vous laisse vous organiser. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, le voilà. Je le montre dans ces différentes éditions.
Nos remerciements pour commencer à l'ensemble des organisateurs de ces rencontres pour nous y avoir conviés, et ce alors même que nous ne satisfaisons pas du tout le critère géographique qui vous réunit aujourd'hui, même entendu largement. Donc tous nos remerciements, car Cécile Barrois et moi-même, nous sommes vraiment ravis d'avoir cette occasion d'échanger avec vous tous, magistrats, avocats, universitaires, fonctionnaires, qui êtes, depuis le 1er janvier dernier, au premier chef, les utilisateurs de ce code. Après l'aventure qui a été pour nous, puisque nous avons été chargés de la mission d'élaboration de ce code, après l'aventure qui a été pour nous la rédaction de ce code, de tels échanges sont pour nous très stimulants et très enrichissants. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et pour ouvrir ces échanges, nous voudrions vous présenter en quelques mots et à deux voix, je commencerai puis Cécile Barrois enchaînera, nous voudrions vous présenter ce code des relations entre le public et l'administration. C'est un code qui est singulier à plus d'un titre dans notre paysage juridique, et nous voudrions rappeler pourquoi, avant d'en présenter concrètement et de la manière la plus actualisée possible, parce qu'il a déjà un petit peu changé depuis le mois d'octobre dernier, la façon la plus actualisée possible, le contenu. Alors c'est un code d'abord qui est singulier, et je voudrais développer ce point. Il est singulier d'abord par sa genèse, qu'il faut rappeler et qui aide à comprendre pourquoi il se présente de cette façon. Cette genèse, elle est somme toute relativement récente, puisqu'on peut la faire remonter à la fin de l'année 2012, 3 ans et demi, lorsque le gouvernement, lors du premier CIMAP, Comité interministériel de modernisation de l'action publique, a décidé que serait engagée l'élaboration d'un code centré, disaient les conclusions de ce CIMAP, sur les procédures et les relations entre les citoyens et les administrations. Et pour la petite histoire, cette décision faisait en réalité suite à une réunion en bibliothèque du secrétariat général du gouvernement, pour ceux qui connaissent ce lieu, entre le secrétaire général du gouvernement de l'époque, le président Labetoul, qui est le vice-président de la commission supérieure de codification, et le président Pêcheur, qui était président de la section de l'administration, réunion au cours de laquelle ils avaient discuté de cette question et de ce projet, et où il aurait été apparu opportun de relancer cette idée d'un code de la procédure administrative. À vrai dire, les raisons d'un tel projet faisaient consensus. Personne ne contestait que les règles de procédure étaient éparpillées, non seulement entre différents textes, ils ont été cités tout à l'heure, notamment par Monsieur le Président Quinçé, entre différents textes, mais aussi entre les textes et la jurisprudence, et que cela posait évidemment une question d'accessibilité, de lisibilité du droit. Et lorsque on s'intéressait un peu à ce qui se passait au-delà de nos frontières, il était frappant de constater que la France était vraiment l'un des rares pays occidentaux, y compris d'ailleurs des pays anglo-saxons, à ne pas disposer d'un code, ou à tout le moins à ne pas disposer d'une grande loi générale de la procédure administrative. Et même si les raisons d'être d'un tel projet faisaient consensus, un tel projet, tel que relancé à la fin de l'année 2012, était un pari. C'était véritablement un pari. Pourquoi ? C'était en effet la troisième tentative du genre, les deux précédentes s'étant terminées par des échecs. 2 fois, le gouvernement avait tenté d'écrire un code de la procédure administrative, voire même un code administratif, à la fin des années 1990 et en 2004. Et par 2 fois, et alors même que les travaux avaient commencé et qu'ils étaient presque aboutis, parce qu'il y avait véritablement des codes qui avaient été rédigés, ces tentatives s'étaient soldées par un échec. Alors sans doute pour au moins 2 séries de raisons. Peut-être la difficulté à trouver un périmètre cohérent. C'était des codes dont le périmètre était assez ambitieux, puisqu'ils traitaient à la fois de questions procédurales et de questions organisationnelles. Ils traitaient aussi des administrations stricto sensu, mais aussi des autorités administratives indépendantes, qui ne voyaient pas ça d'un bon œil. Il traitait aussi de grandes lois, de toutes les grandes lois des années 70 qu'on a citées, mais y compris, je pense à la loi sur les fichiers, la loi du 6 janvier 1978, des lois qui ne concernent pas que l'administration et qui, à vrai dire, concernent tout autant, si ce n'est plus encore, les personnes privées. Et par ailleurs, tout en ayant un champ très très large, ces projets apparaissaient incomplets, puisqu'il ne procédait pas à une quelconque codification de règles jurisprudentielles. Donc il y avait des pans du droit qui étaient vides de tout contenu, et cela restait des codes à trous.
Par ailleurs, mais alors là, ce sont des hypothèses qu'a émises la doctrine et que je réitère aujourd'hui. La doctrine a pu se demander s'il n'y avait pas, par ailleurs, des résistances à l'avènement d'un tel code, peut-être du côté des administrations d'ailleurs, qui vivaient bien avec ce corpus de règles certes éclaté, mais qui leur permettait de se faire leur propre doctrine, leur doctrine maison, et de détenir un certain pouvoir, puisque c'était eux qui déterminaient ces règles de procédure. Peut-être aussi du côté des juges et des juges administratifs, puisque évidemment la procédure administrative restant en grande partie jurisprudentielle, cela restait la chose des juges. Le projet relancé en 2012 était donc un pari, et il faut l'avoir en tête lorsqu'on parle de ce code. Et pour le relever, après la mise en place de cette mission que j'ai évoquée, dont la particularité était qu'elle était placée auprès du secrétariat général du gouvernement, avec cette idée de se placer délibérément ab initio dans une méthodologie interministérielle et détachée des administrations. Donc après la mise en place de cette mission, qui était composée de 2 magistrats administratifs, l'effort a été mis plus particulièrement sur 2 points, et je voudrais le rappeler aussi parce que ça explique ce code, et c'est important de notre point de vue à savoir. Première chose, d'une part, le texte de la loi d'habilitation qui a permis d'adopter la partie législative du Code par ordonnance de l'article 38 de la Constitution a été ciselé. Et d'autre part, une méthodologie un peu originale par rapport à ce qui était fait habituellement en matière de codification a été mise en œuvre, une méthodologie un petit peu collaborative et un petit peu ouverte. Alors d'abord, quelques mots sur cette loi d'habilitation. La loi d'habilitation, vous le savez, le texte, c'est l'article 3 de la loi du 12 novembre 2013, dont il faut dire qu'il a été adopté à l'unanimité des 2 chambres. C'est important parce que ça montre aussi que ce projet, lorsqu'il a été relancé en 2012, il faisait l'objet quand même d'un soutien politique très large. Et ça explique aussi peut-être le fait que ce projet ait fini par voir le jour. Donc, loi d'habilitation qui a été adoptée à l'unanimité. Ce texte de l'article 3, il est inhabituellement long. Quand on a regardé le texte des habilitations précédentes qui avaient été données pour les précédents projets de code de l'administration, ça tenait en 2 lignes. Le gouvernement est habilité à édicter par ordonnance les dispositions législatives d'un code de l'administration, point virgule, circuler, il n'y a plus rien à voir. Là, c'est un texte qui est très long, inhabituellement long, et qui porte les traces, qui esquisse déjà le futur code. Ce qui a permis au Parlement aussi de s'emparer du sujet, de l'appréhender, de voir ce qu'il serait et de valider ce projet. Certains traits étaient d'ores et déjà fixés dès 2013, puisque le code mentionnait la loi d'habilitation mentionnait que le code devait recenser les règles applicables. Et donc, qui dit règles et non pas dispositions, et donc il était entendu que le code devait codifier certaines règles jurisprudentielles, ce qui est nouveau, ce qu'on n'avait jamais vu dans des lois d'habilitation. Il concernait le public, ce terme qui a été mentionné lors des propos introductifs des autorités qui ont organisé ce colloque. Il concerne le public, terme qui a été... Alors un terme qu'on a pu trouver quand même dans les années 70, au moins dans l'intitulé d'une des grandes lois. Mais il concerne le public, terme qui a été délibérément choisi en lieu et place de celui d'usager, de citoyen et d'administré, et qui a été délibérément placé en premier dans l'intitulé possible du code par le Parlement, qui souhaitait vraiment que ce soit un code tourné vers le public dans sa relation avec l'administration. La loi d'habilitation montrait aussi que ce code ne traiterait que de la procédure administrative non contentieuse et que donc tout ce qui était question organisationnelle serait de laisser de côté, contrairement au précédent projet. Et enfin, la loi d'habilitation, là encore, chose inhabituelle, montrait que la codification pourrait, sur certains points, bien sûr bien délimités, se faire à droit non constant, ce qui n'est pas du tout la pratique, normalement, ces dernières années en matière de codification. Donc une loi d'habilitation qui a été très pensée et qui préfigurait déjà les grandes lignes de ce code. Autre élément pour surmonter ce pari, pour relever ce pari qui a été mis en œuvre, une méthodologie collaborative a été choisie et a été mise en œuvre durant les 24 mois octroyés par la loi d'habilitation pour faire ce code. Alors 24 mois, ça paraît long. Sur le papier, et ça paraît long pour rédiger un texte qui est d'une taille, somme toute, assez modeste, et puis qui était quand même en grande partie écrit à droit constant. Mais 24 mois, c'est quand même assez court,
lorsqu'il s'agit, même à droit constant, par exemple de transcrire la jurisprudence dans du droit écrit, lorsqu'il s'agit de traiter de sujets par nature transversaux qui concernent toutes les administrations, les magistrats, les avocats, des particuliers, des entreprises, et comme la codification c'est un exercice d'abrogation, on peut facilement bouger les lignes et il faut faire cela en faisant très attention. Et c'est pour ça que le choix a été fait d'avoir une concertation, une collaboration avec tous les praticiens de la matière pour essayer d'éviter toutes les choses trappes et de parfaire au mieux ce projet et de le porter de manière collective. La première chose qui a été mise en place, c'est un cercle d'experts qui a été adjoint auprès de la mission et qui était composé de membres des juridictions administratives, du Conseil d'État, des cours, des tribunaux administratifs qui ont été très actifs, tous, et très précieux, mais aussi d'un représentant du défenseur des droits, de professeurs de droit public, parisiens comme non parisiens, un professeur luxembourgeois, car le choix était aussi d'avoir une ouverture sur le droit comparé et de ne pas se limiter aux questions franco-françaises, de représentants d'administration et d'avocats. Donc une quarantaine de personnes qui ont été associées en toute transparence au processus, avec des échanges qui se faisaient de façon dématérialisée, avec un forum fermé entre nous, mais de discussions, et qui permettaient d'avoir aussi des discussions à la fois assez pointues et itératives, où les uns et les autres, ceux qui souhaitaient en tout cas, pouvaient réagir aux interventions des autres et on pouvait progresser, la réflexion progresser de cette façon. Donc une expérience de réflexion, non pas au sein d'un classique groupe de travail, mais au sein de ce forum d'experts, qui a été assez intéressante, extrêmement précieuse. L'une et l'autre, nous avons le même ressenti et nous savons que ça a participé sur des points importants du Code à beaucoup de choses. Autre cercle qui a été pleinement associé, qui a été associé de manière assez inhabituelle par rapport à ce qui est fait habituellement, c'est la Commission supérieure de codification. Alors, évidemment, par construction, toujours associée lorsqu'il y a des exercices de codification. Mais elle est en général associée en bout de course. D'abord pour le lancement du projet, et puis ensuite pour valider le plan, et puis pour valider ensuite les différentes subdivisions du Code lorsqu'elles sont finies. Ce n'est pas du tout la façon dont il a été procédé ici. Les deux membres de la mission placés au du secrétariat général du gouvernement étaient aussi rapporteurs auprès de la Commission supérieure de codification, donc elles étaient un peu multicasquettes. Et nous avons eu des échanges très réguliers. Nous avons vu au moins une dizaine de fois la Commission supérieure de codification, y compris pour lui simplement discuter des pistes, des orientations, et pas pour lui présenter forcément des bouts du code rédigés. Et la Commission supérieure de codification, qui était très stimulée par ce projet, a beaucoup participé aussi à le confectionner, à la fois dans sa structure, dans sa forme, et sur le fond, et inhabituellement aussi sur le fond, sur la rédaction de certaines dispositions. Donc tous ces avis, d'ailleurs, sont publics, comme toujours, ils sont publiés à son rapport annuel. Ils sont aussi dans l'édition des journaux officiels du Code, et c'est intéressant de voir effectivement... Alors, elle n'a pas rendu des avis à chaque séance. Il y a des séances où il n'y avait pas d'avis parce que justement, elle participait à la réflexion à un moment où la réflexion n'était pas encore aboutie. Mais donc un rôle très important de la Commission supérieure de codification que je voulais signaler pour montrer la façon dont on avait travaillé cet aspect très collaboratif. Bon, après, évidemment, il y a eu aussi des phases interministérielles qui ont été aussi très fructueuses, et puis le Conseil d'État, évidemment, dont l'avis est aussi dans cette édition des journaux officiels du Code, qui a pas manqué de contribuer à la finalisation de ce Code. Voilà cette genèse un peu singulière du Code que je voulais rappeler, parce que je trouve que ça explique ce qu'il est devenu. Et mais si ce code est singulier par sa genèse, je crois qu'il se distingue aussi, à notre sens, par ce qu'il est. Je crois par le fait même d'exister, parce que son existence, j'espère l'avoir montré dans le début de mes propos, son existence vraiment n'allait pas de soi. Donc le seul fait qu'il existe, et sans qu'il y ait eu besoin de prolonger le délai d'habilitation, comme ça se fait souvent, le seul fait qu'il existe, de manière complète, dispositions législatives, dispositions réglementaires, est vraiment une victoire sur les Cassandres qui disaient que la procédure administrative serait éternellement, exclusivement, enfin, en grande partie jurisprudentielle, qu'il n'y aurait jamais de code de la procédure administrative, que c'était trop tard et que maintenant tout était codifié dans d'autres codes spécialisés, etc. Plus sérieusement, je crois que pour la première fois, ce code donne à voir à tous, experts comme usagers,
la procédure administrative non contentieuse dans sa globalité, dans sa cohérence, mais aussi dans son incomplétude. Il y a des vides, notamment en matière de conciliation, médiation. C'est assez édifiant de voir que les textes généraux en matière administrative sont extrêmement lacunaires. Mais ce petit livre donne à voir, de manière non doctrinale, parce qu'évidemment il y avait des écrits doctrinaux qui faisaient ce travail, mais ce qu'est l'état du droit en matière de procédure administrative non contentieuse. Il traduit qu'enfin, la procédure administrative non contentieuse, peut-être qu'on l'appellera plus comme ça, c'est détaché du contentieux. La procédure administrative, sa raison d'être, c'est pas seulement d'offrir des moyens, c'est pas simplement de conforter la légalité de décisions administratives, c'est important, mais c'est pas que ça la procédure administrative. C'est aussi de permettre une bonne acceptabilité des décisions administratives, une bonne adaptabilité, une bonne compréhension, la confiance dans l'administration. Et donc le fait d'isoler la procédure administrative du contentieux, qui garde une marge de manœuvre, je rassure tous les collègues, c'est un exercice intéressant et je trouve que ça ouvre le champ à des évolutions futures dans cette matière qui est importante dans les relations, bien sûr, publiques, administration au sens large. Ce code est singulier aussi par son objet, puisque ce n'est pas un code de l'administration, puisqu'il ne s'intéresse pas aux institutions, aux questions organisationnelles. Ce n'est pas non plus un code traité de la procédure administrative, comme il en existe des très bons réalisés par des universitaires, et malgré tout l'intérêt, bien sûr, de l'exercice. C'est un code du dialogue administratif. Il a voulu comme tel, en tout cas des règles générales, parce qu'évidemment il y a des règles particulières qui peuvent s'appliquer dans tel et tel domaine. C'est un code du dialogue administratif. C'est ce fil rouge qui a été retenu et qui se traduit dans le périmètre du code, mais aussi dans son plan, puisqu'on a un plan qui n'est pas du tout doctrinal, c'est un plan qui épouse la chronologie du dialogue entre l'administration et les publics. D'abord des échanges, puis une prise de décision, et puis l'accès à ces décisions et autres documents administratifs, et puis le règlement des litiges. On a un dernier livre sur l'outre-mer, parce que les dispositions sont tellement importantes, elles constituent à peu près le tiers du code, qu'elles ont été regroupées en fin de code pour ne pas briser la lisibilité de ce plan et cette structuration chronologique. Et ce code, enfin, est singulier, est original par sa forme, parce que tous ceux qui s'y seront frottés, qui l'auront regardé, l'auront constaté. Et cette forme est originale, c'est pas sans lien avec la préoccupation du public que je mentionnais précédemment. Et sans doute, ça a été dit dans les propos introductifs, nous sommes tous usagers, et donc je crois qu'il y a peu de codes qui concernent autant de destinataires potentiels au quotidien. Bien sûr, le code civil, tout le monde est concerné aussi, mais au quotidien, je pense qu'il y a peu de codes qui concernent autant de monde. Et cette préoccupation du public, elle se traduit notamment par la façon dont le code entremêle de façon inédite les dispositions législatives, les dispositions réglementaires, parce que vous savez qu'habituellement, les codes se constituent en deux parties législative et partie réglementaire. Celui-ci, non, fonctionne entremêle, imbrique les dispositions de nature législative et réglementaire. Il est composé d'un bloc, d'un continuum de numérotation, ce qui en facilite l'accessibilité, la lisibilité. C'est un choix qui a été validé par les plus hautes autorités, Conseil, Commission supérieure de codification, ce qui n'allait pas forcément de soi, parce que ce n'était pas forcément conforme à cette doctrine, mais elle l'a validé. Conseil d'État, ça apparaît aussi dans son avis, parce que tout le monde était conscient qu'effectivement, ça rendait les choses très fluides et très accessibles, mais aussi que c'était adapté à ce code et à cette matière, car en fait, on s'était rendu compte, en travaillant sur les matériaux à codifier, que la répartition entre dispositions législatives et dispositions réglementaires n'était absolument pas harmonieuse, qu'il y avait des sujets qui étaient quasiment exclusivement législatifs, d'autres quasiment réglementaires, pour des raisons qui en fait tenait à l'article 34 de la Constitution. C'est que quand les collectivités territoriales étaient concernées, tout était remonté dans la loi, et quand seul l'État était concerné, comme la procédure administrative est une matière réglementaire, tout figurait dans le règlement. Tout ça n'était pas très harmonieux, et si on procédait à une codification classique, on aboutissait à un texte un peu à trous, assez déséquilibré et pas très lisible, ce qui n'était pas très satisfaisant. D'où cette proposition, mais qui a fini par convaincre les hautes autorités et qui conduit à ce code qui est très lisible et qui, sans doute, ne posera pas de difficultés insurmontables, en tout cas de maintenance, nous l'espérons, c'est le pari, on verra. Il
Il y aura peut-être des articles avec double tiré, comme il y en a déjà dans d'autres codes, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pousse aussi les pouvoirs publics à penser les réformes globalement. C'est-à-dire que parfois, il faut qu'ils pensent la réforme dans sa déclinaison législative et réglementaire pour voir un peu où est-ce que ça va se situer dans le code. Et c'est intéressant parce que ça pousse à penser global, ce qui est rarement fait et ce qui explique qu'on a soit des dispositions législatives très bavardes, des dispositions réglementaires qui répètent ce que dit la loi parce que en fait, c'est le décret qui aurait dû le dire, et des choses. Là, ça incite, ça crée une petite dynamique pour penser les choses de manière globale. Voilà, j'ai été trop longue, comme d'habitude. Donc ce code est vraiment singulier dans sa forme. C'est pas un code tout à fait comme les autres, comme le dit joliment le président Labetoul dans sa préface au Code d'Alloz. Et c'est également du son contenu. Et donc je cède la parole à Cécile Barrois de Sarigny pour parler de ce contenu. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler davantage du contenu du code. Maud Violette vient de le rappeler. Le CRPA, je me permets d'utiliser l'acronyme, procède pour une large part à une codification à droit constant. Codification des grandes lois de procédure dont il a été question, les lois des années 70 sur la motivation, la communication des documents administratifs, ainsi que de nombreuses dispositions de la loi du 12 avril 2000 sur les relations relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codification également de textes plus récents, sur lesquels je reviendrai, et même de dispositions plus récentes de la loi du 12 avril 2000. Je pense notamment au silence valant acceptation, qui est une des grandes réformes récentes que l'on retrouve dans le Code. Mais aussi, et c'est une particularité de ce texte, le Code procède à la codification de nombreuses solutions dégagées par la jurisprudence. Par ailleurs, et je vais essayer de pointer ces sujets sur des sujets majeurs du droit de la procédure administrative. Je pense ici aux questions de sortie de vigueur, mais pas seulement. Le Code fait bouger les lignes, puisque la loi d'habilitation nous avait permis de le faire. Je vous propose d'aborder le contenu du nouveau Code à travers une présentation de chacun de ces livres, en mettant un petit peu en exergue ce qui est nouveau par rapport au droit existant. Puis, je dirais deux mots de certaines des dispositions transversales du Code qui, à mon avis, permettent d'en faciliter la lecture et qui sont également un guide d'utilisation et de lecture du Code, avec, pour finir, un tout petit point sur l'actualité, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Alors, tout d'abord, la présentation des livres du Code. Maud l'a indiqué, le Code comprend 5 livres que nous avons voulu comme autant d'étapes du dialogue administratif. Le premier livre, c'est un peu la prise de contact entre le public et l'administration. Il est relatif aux échanges du public avec l'administration. Il traite de l'ensemble des règles qui régissent les demandes du public et leur traitement par l'administration. Tout d'abord, la saisine de l'administration, qu'elle soit écrite ou bien, comme il a été indiqué tout à l'heure, par voie électronique. Quelles sont les formes de saisine, les modalités de saisine de l'administration. Ensuite, la façon dont l'administration doit traiter cette saisine, et notamment le débat contradictoire préalable qui est parfois imposé avant que l'administration prenne une décision. Sur ce point, on peut souligner que le Code procède à la codification de la disposition bien connue des spécialistes comme nous de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sur le débat contradictoire préalable précédant les décisions devant être motivées. Mais le Code codifie également, pour partie, l'obligation de contradictoire préalable qui résulte du principe général des droits de la défense. C'est pourquoi, à l'article L121.1 du CRPA, relatif au débat contradictoire préalable, vous trouverez à la fois une référence aux décisions devant être motivées, ainsi qu'aux décisions qui sont prises en considération de la personne. Donc on a un champ un petit peu plus large que celui de la loi du 12 avril 2000. On trouve également dans le livre premier les différents outils qui permettent au public d'être associé aux décisions qui sont prises par l'administration. Et sur ce point, on trouve énoncé pour la première fois, dans une disposition législative, les principes directeurs qui doivent guider l'association du public aux réformes et opérations projetées par l'administration lorsque celle-ci agit en dehors de toute disposition existante.
nous sommes sur ce point inspirés, enfin les dispositions sont inspirées du rapport du Conseil d'État 2011, pour l'année 2011, consulter autrement, participer effectivement, qui avait préconisé une loi guide ou une loi cadre sur le sujet, ce qui s'est traduit finalement par une seule disposition qui comporte des grandes règles et principes, mais avec une vraie valeur normative qui contraindront l'administration lorsqu'aucun texte ne l'aura prévu, mais que l'administration s'engagera à consulter le public sur un sujet. Le Code comporte également, s'agissant des modes d'association du public, l'ensemble des dispositions relatives au régime des enquêtes publiques dites, jusqu'à présent, dites innommées. Ce sont des enquêtes publiques qui étaient auparavant régies par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais pour des raisons historiques, mais qui pour autant ne sont pas préalables à une procédure d'expropriation et qui ne relèvent pas davantage du Code de l'environnement. Et pourtant, elles étaient bien dans le Code de l'expropriation. Et c'était finalement, aujourd'hui, ça devenait un petit peu un contresens que d'avoir des dispositions sur des enquêtes non préalables à une expropriation dans ce Code de l'expropriation. Sur ce point, donc toutes les dispositions ont été rapatriées dans le Code des relations entre le public et l'administration. Et pour les dispositions qui étaient communes aux enquêtes qui précèdent une procédure d'expropriation et aux enquêtes innommées, eh bien, nous avons recopié, dupliqué les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour avoir un socle commun dans le CRPA pour ces fameuses enquêtes dites innommées. Et pour la première fois, des dispositions, les dispositions relatives aux enquêtes que l'on appellera peut-être demain de droit commun se retrouvent dans un code qui leur est destiné. Donc voilà pour les nouveautés du contenu dans le livre premier. Le livre 2 traite de la décision administrative, deuxième étape du dialogue, et des actes unilatéraux pris par l'administration. Il énonce tout d'abord les règles de motivation, qui sur le fond n'ont pas changé, ce sont la loi de 1979. Il précise également, on précise dans ce livre 2 les règles de publicité et d'entrée en vigueur des actes administratifs. Alors avec ici quelques nouveautés. Tout d'abord, la fixation d'un point de départ unique d'entrée en vigueur pour tous les actes administratifs réglementaires, qu'ils aient ou non été publiés au journal officiel de la République. Autant on avait des dispositions qui étaient très claires, qui résultaient d'une ordonnance de 2004 pour les actes qui étaient publiés au journal officiel, qu'on a rapatrié dans le Code, donc cette ordonnance a été codifiée, mais en revanche, pour tous les actes, et il en est, qui ne sont pas publiés au journal officiel, la jurisprudence, on n'avait pas eu l'occasion toujours de se prononcer et n'était pas si évidente. Et donc, le parti a été pris de fixer un point, fixer une date d'entrée en vigueur qui soit similaire à celle des actes qui sont publiés au journal officiel. Vous reconnaîtrez également dans ce livre 2, s'agissant des conditions d'entrée en vigueur, la codification des jurisprudences Lacroix et KPMG sur l'obligation pour l'administration de prendre des mesures transitoires avant l'entrée en vigueur d'une disposition. Alors, le Code s'est inspiré très directement de la jurisprudence, vous le verrez. Vous verrez également qu'il le fait dans des termes proches des décisions Lacroix et KPMG, dont les considérants ont été retravaillés, mais finalement on a abouti à une solution qui était tout à fait comparable. Avec une petite nouveauté, le Code précise quels sont les types de dispositions transitoires que l'administration peut prendre. Par exemple, entrée en vigueur différée, régime totalement transitoire. Voilà, donc le Code va peut-être un tout petit peu plus loin que la jurisprudence, enfin en tout cas est plus explicite, explique davantage les choses sur ce point. Enfin, un mot dans ce livre 2, vous trouverez un régime des décisions implicites avec la fameuse réforme du silence valant acceptation. Pour l'essentiel, ici, on est également dans une codification à droit constant, avec la codification de quelques décisions et donc de quelques éléments de la jurisprudence qui complètent le cadre législatif qui existe déjà. Et puis, enfin, c'est dans le livre 2 que se trouvent les nouvelles règles de sortie de vigueur des décisions. Alors, je pense que nous le savons ici mieux que personne, l'état du droit sur les conditions de retrait et d'abrogation des actes administratifs était particulièrement insatisfaisant avant le Code. Nous avons eu besoin de procéder, de faire l'exercice, nous avons mis à plat l'ensemble des règles existantes, et il y en a pour l'ensemble des cas de figure qui peuvent se rencontrer. Ça a été un travail assez difficile et laborieux. Et
nous nous sommes aperçus que chaque règle, qu'elle ait été posée par la jurisprudence en 1922, mais également dans les années 60, même en 2000-2001, ou par la loi, reposait sur une logique implacable. Et donc chaque règle était tout à fait juste. Seulement, le tout manquait absolument de cohérence et de coordination. Ce qui fait qu'on n'avait pas de régime général de retrait et d'abrogation des actes. La loi d'habilitation nous offrait un boulevard sur ce point, donc nous en avons profité. Et le Code, je pense, procède sur cette question à une vraie simplification du droit existant, simplification qui est inspirée du dernier état de la jurisprudence, et notamment des deux décisions, la décision d'Assemblée Ternon de 2001, qui inspire largement de nombreuses dispositions, ainsi que la décision Coulibaly du 6 mars, décision de section Coulibaly du 6 mars 2009. Et alors désormais, on peut assez simplement finalement résumer les choses. Le retrait et l'abrogation de toutes les décisions créatrices de droit, explicites ou implicites, n'est possible que si celles-ci sont illégales et que si le retrait ou l'abrogation intervient dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision. La même règle s'applique en matière de retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires créateurs de droit, les décisions d'espèce, et en revanche, l'abrogation de ces derniers actes demeure quant à elle possible à tout moment, dans le respect du principe de mutabilité sur lequel le Code ne revient pas. Sur ces questions-là, le Code est allé au bout de l'exercice en précisant également, comme l'avait fait avant lui la jurisprudence qui avait été complétée par la loi, en précisant les obligations qui pèsent sur l'administration en matière d'abrogation. Et on retrouve dans le Code les acquis de la jurisprudence Alitalia de 1989, qui avait été complétée par la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis son édiction ou bien qu'elle résulte de changements de circonstances de fait ou de droit. Il en est de même pour les actes non réglementaires, avec le maintien de la subtilité de la jurisprudence association Les Verts, qui s'écarte un petit peu de la jurisprudence Alitalia. Les actes non réglementaires non créateurs de droit, l'administration n'est tenue de les abroger que si leur illégalité résulte d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Donc on ne touche pas aux illégalités ab initio. On a eu des débats sur ce point, mais le Code a repris fidèlement la jurisprudence sur ces deux aspects, parce qu'en pensant qu'elle avait encore aujourd'hui des justifications. Alors, sur cette question de la sortie de vigueur, compte tenu de l'importance pratique pour les administrations des nouvelles règles, compte tenu également de l'ampleur du changement, et puis pour respecter finalement un principe de sécurité juridique qu'il pose lui-même, le Code a prévu une entrée en vigueur différée. Pour les conditions de cette entrée en vigueur différée, donc qui tourne autour de la date du 1er juin 2016, je vous renvoie à l'article 9 de l'ordonnance de codification, l'ordonnance 2015-1341, qui fait une petite distinction entre le retrait et l'abrogation pour voir à partir de quand compte cette date du 1er juin 2016. Je n'entre pas dans le détail, l'article 9 est assez précis. Alors, je serai beaucoup plus rapide sur le livre 3. Le livre 3 du Code est relatif à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Il bouleverse beaucoup moins l'état du droit, puisque sur ces questions, le Code comprend pour l'essentiel les dispositions codifiées à droit constant de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs. Alors, le travail a été, sur certaines dispositions, de réorganiser ces dispositions pour essayer de les présenter de la manière la plus simple possible, de les articuler également avec les dispositions réglementaires, puisque, comme il a été rappelé, le Code procède à un enchevêtrement des dispositions réglementaires et législatives, mais le Code est complètement à droit constant sur ce sujet. Il a été modifié et complété après sa parution, par deux textes du 17 mars 2016 sur la réutilisation, puisque nous n'avions pas pu codifier les dispositions relatives à la réutilisation, qui étaient un peu en délicatesse avec le droit communautaire, puisque la France n'avait pas encore transposé les dispositions relatives à la directive du 26 juin 2013. La France était en retard, donc on ne pouvait pas codifier quelque chose qui était contraire au droit communautaire. Et s'agissant des dispositions nouvelles relatives à la réutilisation des informations publiques, on voit, comme l'a indiqué Maud Violette, que pour compléter le Code, le gouvernement
a adopté le même jour une ordonnance et un décret pour pouvoir donc insérer dans le code un bloc de dispositions qui s'insère donc parfaitement, d'ailleurs on avait laissé une place dans le code, et un bloc de dispositions qui lui-même mélange les dispositions législatives et les dispositions réglementaires. J'en arrive au livre 4 du Code qui traite du règlement des différends du public avec l'administration. Alors, c'est évident, c'est un livre de taille modeste, mais modeste comme le sont les dispositions qui régissent à ce jour les modes de règlement non contentieux des différends. Sur le fond, le livre traite tout d'abord du régime qui jusqu'ici était pour l'essentiel jurisprudentiel des recours administratifs. Et alors là, je trouve que c'est dans cette partie du Code que l'on voit bien que l'habilitation à codifier la jurisprudence est très utile, puisque alors qu'il n'y avait que quelques règles textuelles, éparses sur les modalités d'exercice de recours administratif, le fait de leur adjoindre des règles jurisprudentielles nous a permis de fixer un cadre général du recours administratif. Et il nous semble que pour l'usager, ça donne un guide qui est véritablement utile, plus finalement que s'il n'avait bénéficié que de 2 ou 3 dispositions textuelles. On pourra également observer dans cette partie l'esprit dans lequel le Code a procédé à la codification de la jurisprudence. C'est-à-dire que le Code s'attache à en codifier les éléments structurants. Nous n'avons pas codifié toutes les jurisprudences fichées sur les conditions dans lesquelles doit se dérouler un recours administratif, mais seulement celles qui structurent, qui nous ont paru les plus importantes et les plus déterminantes pour mener ce type de recours. Ce qui permet de laisser encore de la place à la jurisprudence, et notamment de la place dans dans la suite du nouveau cadre qui a été posé. On retrouve également dans le titre premier de ce livre 4 les règles relatives au recours administratif préalable obligatoire, avec les modalités de saisine de l'administration, la date à laquelle celle-ci doit se prononcer, les conditions de retrait des décisions prises en cas de recours administratif préalable obligatoire. Et puis, là je serai très rapide, le livre 4 ressemble l'ensemble, c'est un grand mot, des modes de règlements alternatifs des litiges qui existent en droit public actuellement, la médiation, la conciliation, et il fait apparaître, c'est évident, le caractère incomplet de la législation existante, qui évoluera peut-être compte tenu notamment de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui comporte des dispositions sur la médiation juridictionnelle et non juridictionnelle. Un renvoi est également fait dans ce livre 4 aux dispositions régissant le défenseur de droit. Et puis enfin, le livre rappelle, c'est la fin du dialogue administratif, l'existence des voies de recours contentieuses. Et donc, le parcours du dialogue se termine par ce livre 4. Le livre 5, qui est un petit peu à part finalement, est dédié aux dispositions outre-mer. Je ne m'étendrai pas sur ce livre, sauf pour rappeler, comme l'a indiqué Maud Vialette, que le choix a été fait de regrouper l'ensemble des dispositions outre-mer qui constituaient un tiers du Code à la fin du Code, plutôt que de les disséminer dans le Code, ce qui avait un effet, ce qui faisait perdre beaucoup en lisibilité au plan du Code. Alors, ce petit panorama étant fait, je voudrais m'arrêter sur 2 types de dispositions transversales du Code qu'il me semble qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir bien appréhender ce nouvel objet juridique. Tout d'abord, des dispositions qui ont pour objet de définir le champ d'application du Code. Ça a été un vrai sujet pour nous, puisque nous avons codifié des textes qui avaient tous un champ d'application complètement différent, que ce soit sur le plan organique, sur le plan matériel. Nous avons codifié également de la jurisprudence, et puis nous avons codifié des textes pour lesquels nous ne connaissions pas complètement le champ d'application. Et notamment, la question a été évoquée par M. le Président de l'Université en commençant son allocution, la question des relations entre les administrations. Tous les textes ne précisaient pas s'ils étaient ou non applicables aux relations entre les administrations. Et la jurisprudence n'avait précisé le point que pour certaines dispositions de certains textes. La loi d'habilitation nous a permis de mettre les choses à plat, et donc le Code répond à ces questions. Alors, s'agissant du champ d'application du Code, l'essentiel se trouve dans les dispositions préliminaires du Code, et je pense que c'est par là qu'il faut entrer dans le Code. Ces dispositions précisent tout d'abord le champ d'application organique du Code. Tout d'abord,
donc les deux grands acteurs du dialogue administratif. Qu'est-ce que l'administration au sens du Code? Donc, c'est un champ assez large. On a l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, et de manière générale, tous les organismes, personnes publiques ou privées, chargés d'une mission de service public administratif. D'un autre côté, nous avons le public, c'est-à-dire toutes les personnes individuelles ou morales, puisqu'on avait quand même la préoccupation d'appréhender les relations entre les personnes morales de droit privé et l'administration. Donc toutes les personnes individuelles ou morales de droit privé, y compris si elles sont chargées d'une mission de service public, mais uniquement si cette mission de service public n'est pas en cause, c'est-à-dire dans leur rapport finalement non lié à l'organisation du service public. On déduit, il résulte de ces dispositions préliminaires très clairement que le Code s'applique en principe aux relations entre les agents et l'administration. Le Code l'indique explicitement dans les dispositions préliminaires, mais que le Code ne s'applique pas en principe aux relations entre les administrations. Donc, le champ d'application est clairement défini par les dispositions préliminaires. Il s'agit cependant là d'un champ d'application de droit commun, puisque le Code le précise bien, sauf disposition contraire, et on trouve dans le Code, généralement en tête de chapitre ou en tête de section, des dispositions qui précisent, lorsqu'il est dérogé, pour que ce soit plus large ou moins large, au champ d'application de droit commun. De même, ce sont les dispositions préliminaires qui indiquent que le Code s'applique sauf dispositions spéciales applicables. Et donc que le Code, c'est un peu le socle de droit commun, la lex généraliste des relations entre le public et l'administration, à défaut de dispositions spéciales régissant ces relations. Je m'arrêterai également plus rapidement sur d'autres dispositions transversales du Code. Ce sont celles qui ont pour objet de définir les termes employés au sein du Code, que vous avez peut-être relevé. Alors, c'est une pratique qui n'est pas totalement nouvelle. Le Code n'a pas innové sur ce point. On en retrouve dans plusieurs codes récents, et on en retrouve de nombreuses, notamment dans le Code des transports, qui avait beaucoup de notions à définir, le navire, le bateau, etc. Alors, nous avons un petit peu suivi cet exemple que la Commission supérieure de codification a approuvé. Enfin, la démarche a été approuvée par la Commission supérieure de codification dès lors qu'elle semblait utile à la compréhension du texte. Et alors, on retrouve dans le Code des relations entre le public et l'administration, eh bien, la définition des modes de sortie de vigueur des actes. Qu'est-ce qu'une abrogation? Qu'est-ce qu'un retrait? Parce que vous le savez comme moi, on s'aperçoit souvent qu'en pratique, même les administrations ne savent pas distinguer ce qu'est un retrait d'une abrogation. Alors, en principe, le Code devrait les y aider. Le Code précise également ce qu'est un recours administratif, un recours administratif préalable, un recours administratif préalable obligatoire, mettant ici l'accent sur l'importance pour la recevabilité du recours contentieux de l'exercice du recours préalable obligatoire. De même, sans aller jusqu'à définir l'acte administratif, pourtant on nous a beaucoup demandé de le faire, on a eu beaucoup d'appels du pied, notamment de la doctrine pour le faire, le Code essaye de décrire les contours de certaines notions, de certains termes qu'il utilise à propos justement des actes administratifs. Qu'est-ce qu'une décision implicite, décision explicite? Que recouvrent les termes d'acte dans les dispositions du Code? Toujours dans cette volonté d'expliciter les choses, on peut relever, s'agissant de la partie Outre-mer, que le Code se veut didactique en rappelant pour chaque catégorie de collectivités d'Outre-mer les conditions d'applicabilité des règles Outre-mer. Et ce faisant, pour certaines des collectivités, le Code ne fait que rappeler des principes qui découlent des articles 73 et 74 de la Constitution, ou bien des lois organiques relatives fixant les statuts des collectivités d'Outre-mer. Il s'agit ici d'une explicitation de ce que souvent on ne dit pas dans les codes, donc des conditions d'application outre-mer des dispositions. Là encore, la Commission supérieure de codification, consultée spécifiquement sur cette question, s'est montrée favorable. Alors, s'agissant de ces dispositions de définition, l'idée, pour nous, n'a pas été de donner une portée normative à ces dispositions. Ce sont avant tout des explicitations. Notre volonté a été de guider les utilisateurs du texte, quelle que soit finalement leur familiarité avec ces notions de droit administratif. Alors,
Voici à grands traits l'essentiel sur le fond de ce que le CRPA comprend comme disposition. Je vous dirais en 2 mots pour finir que ce texte, donc, qui est entré en vigueur, hormis en ce qui concerne les dispositions relatives au retrait et à l'abrogation, le 1er janvier 2016, ce texte est bien vivant. Il est vivant puisqu'il a été modifié depuis qu'il est entré en vigueur. Alors, j'ai parlé des textes sur la réutilisation des données publiques qui sont venus le compléter. On peut également citer comme grande modification les dispositions sur la dématérialisation du journal officiel de la République française et son décret d'application du même jour, qui sont venus également compléter le code. En outre, et c'est bien normal, le code a été interprété par la jurisprudence. Alors, je n'ai pas vu de décision de première instance ou de cour, mais je suppose qu'il y en aura très rapidement. S'agissant du Conseil d'État, je signalerai juste, pour ce qui est des nouvelles dispositions du Code, une décision du 29 juin 2016, aux tables du recueil, EURL DLM Sécurité, qui a précisé les conditions d'application de l'article L122.2, enfin, qui a étendu un petit peu, qui s'est inspiré plutôt, dirons-nous, de cette disposition, sur les obligations en matière de contradictoire préalable, préalablement au prononcé d'une sanction, alors, ce qui peut avoir une certaine portée pratique. Pour le reste, les dispositions à droit constant ont continué à être interprétées par la jurisprudence. J'ai relevé récemment 3 décisions que je vous cite sans entrer dans le détail. Une décision du 8 juin 2016, M. Desreménil et Mme Desreménil, relative aux conséquences à l'égard des tiers des obligations en matière d'accusé-réception pour les délais de recours. En matière de motivation, la décision d'Assemblée du 6 juillet dernier relative aux perquisitions en matière d'état d'urgence a précisé que ces perquisitions étaient soumises à l'obligation de motivation et donc qui n'était pas par principe dérogé à ce qui est désormais l'article L211.2 du Code des relations entre le public et l'administration. Et enfin, une décision du 1er juin 2016, association Arrête ton char, qui a précisé qu'un arrêté ministériel n'était pas une décision au sens des anciennes dispositions de l'article 4 de la loi des CRA et de l'obligation qui comporte l'obligation de signer les décisions et de mentionner leur auteur. Donc un arrêté ministériel réglementaire ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de ce qui est désormais l'article L111.2 du Code des relations entre le public et l'administration. Mais ce n'est qu'un début. J'imagine que c'est de la première instance et de l'appel que viendront les prochaines prises de position importantes sur l'interprétation des dispositions du Code. Évidemment, nous y serons particulièrement attentives avec Maude. Je voulais terminer pour vous dire que sur le plan pratique, comme Maude Violette vous l'a montré, le code est désormais disponible en version papier, ce qui est bien pratique. Une première édition avait été lancée donc, par la direction de l'information légale et administrative dans une version qui est un petit peu enrichie, puisque vous avez donc, le code et l'ensemble des avis de la Commission supérieure de codification, donc il y en a eu 9 ou 10, je crois, enfin une petite dizaine, l'avis du Conseil d'État, donc voilà, qui est publié dans ce code, ce que vous ne trouverez pas dans le code d'Allos, qui comporte d'autres enrichissements. Donc, code d'Allos qui est sorti ces jours-ci, enfin, nous on vient de le recevoir, code commenté. Donc, grâce à ça, notamment, nous ne doutons pas que toutes les juridictions et tous les acteurs du contentieux administratif seront bientôt complètement au fait du code des dispositions de ce code et pourront invoquer, débattre, critiquer, disséquer à loisir le code des relations entre le public et l'administration. Je vous remercie. Alors un grand merci, vraiment, mesdames, pour ces 2 exposés. Moi, j'étais consciente en arrivant ici de la chance que nous avions d'avoir parmi nous les acteurs de cette grande opération qui pourraient nous révéler des dessous, parce qu'on est toujours curieux de savoir comment les choses se passent. Mais je constate en plus que vous avez réussi à communiquer votre enthousiasme et votre sentiment de victoire pour avoir fait aboutir un joli code. Et c'est vrai qu'on se sentait enthousiaste. C'est quand même extraordinaire sur un sujet qui peut paraître un peu aride, finalement, d'être tous contents
et de trouver ça formidable. Alors, c'est vrai, pour ma part en particulier, comme je le disais, j'ai bien retrouvé des concepts que je lisais dans les recommandations établies par le Conseil de l'Europe dans les années 80 sur le droit administratif, acceptabilité, qualité, travail global, définition des termes, on faisait ça aussi. Voilà. Les praticiens seront reconnaissants de la simplification d'un certain nombre de sujets. Le retrait, c'est sûr, on en parlait encore hier soir, c'était devenu terrible, il fallait avoir les arrêts à la main presque pour traiter le dossier. Les mesures transitoires, moi je me rappelle l'affaire Frémut où nous avons dû aller chercher le principe de confiance légitime hors droit communautaire pour arriver, nous semblait-il, en première instance, mais après on n'était pas d'accord, à une solution acceptable et réaliste. Enfin, c'était pas possible de rester comme ça. Vraiment, je ne vais pas énumérer parce que c'est pas mon sujet, mais je souriais aussi en me disant, enfin quand je vous ai entendu, madame, dire qu'il y avait encore des marges de manœuvre pour la jurisprudence et pour l'interprétation, je me suis dit, il y aura quand même quelques collègues qui seront contents de pouvoir continuer à faire de la sophistication. Bon, je pensais à D'Antoni, il n'a rien que ça, mais vous nous en avez encore donné d'autres exemples.